Nous avons le plaisir d'accueillir à présent Anne-Marie Sauva, qui a créé l'atelier Éole et qui exerce comme architecte paysagiste depuis une trentaine d'années. Elle écrit notamment que les profondes et rapides mutations de la société et la multiplication d'espaces traumatisés sont des éléments qui nourrissent ses réflexions sur sa pratique professionnelle. Entre autres, parce que le paysagiste travaille avec le vivant et à destination de communautés, elles aussi vivantes, qu'elles soient humaines, animales ou végétales. Et donc, plutôt qu'aménager, Anne-Marie Sauva essaye de ménager l'espace en accordant une attention particulière, non pas aux fonctions, mais aux valeurs intrinsèques, sociales et naturelles des lieux. C'est une approche qu'on pourrait qualifier de socio-environnementale du paysage. Voici donc Anne-Marie Sauva. Oui, ok. Voilà, merci pour l'introduction. Donc, effectivement, il y a quelque chose sur le PDF, je suis désolée. L'objet en fait de mon propos va être un petit peu différent que celui des exposés de ce matin, puisque je vais essayer par l'exemple de quelques cas concrets de la pratique professionnelle, de montrer comment dans notre activité de paysagiste, on intervient sur des territoires très différents, dans des espaces très diversifiés, et comment toujours on essaye de considérer effectivement les lieux dans ce qu'ils ont à donner plutôt que dans ce qu'ils ont à recevoir. Et c'est à travers en fait des exemples en région wallonne et en région bruxelloise simplement parce que nous travaillons beaucoup sur Bruxelles, mais disons que la problématique urbaine est la même que ce soit à Liège, Namur ou autre. Il y a des enjeux de la biodiversité en milieu urbain. Donc je vais à travers différents projets que nous avons développés sur la vallée de la Meuse. Donc je vais me concentrer sur 2 exemples en vallée de la Meuse pour montrer comment, sur le temps long, en fait, s'inscrit le travail du paysagiste. Nous avons, au fil des décennies, travaillé sur les anciennes gravières Broc, que certains connaissent, à Lambé. Hermals-sous-Argenteau, pardon. Nous sommes aussi intervenus sur le centre d'enfouissement technique d'Alembé, sur les carrières de l'Ohaine, il y a très longtemps, et sur les carrières de Romont, à des espaces-temps de 10 ans en 10 ans. Tout cela pour dire qu'en fait, le paysagiste s'inscrit aussi dans le temps long, mais c'est pas grave, on a le temps, le tout c'est de faire les choses correctement. Donc, ce premier exemple, les anciennes gravières Broc à Hermals. J'ai commencé ce travail en 98. L'activité industrielle était encore effective, mais était sur la fin. Et les propriétaires de l'époque m'avaient demandé de réfléchir un petit peu à ce que pourrait devenir leur site qu'ils voulaient revendre. Donc à ce moment-là, j'avais mis en place un premier programme pas de réaménagement, mais disons de maintien de milieux naturels dans ce qu'ils avaient de très intéressant, puisque finalement, ces anciennes gravières, on est dans le lit majeur de la Meuse, les milieux naturels, ils étaient là, il s'agissait de savoir les voir et de les donner à voir et de les conserver. Le temps est passé, le site a été vendu, la région wallonne l'a racheté, avec pour convention avec la commune de pouvoir le réaménager, mais la commune devant prendre à sa charge la moitié des réaménagements, à la condition sine qua non que le site devienne ouvert au public. La commune n'avait pas de budget, donc ils sont revenus me voir ayant travaillé sur le site en me disant, voilà, nous potentiellement on veut faire quelque chose, on veut en fait en faire un parc récréatif. Parce qu'au niveau de l'entité villageoise d'Hermals, on n'a pas vraiment d'espace vert. Bon, d'accord, je les ai écoutés en leur disant, des espaces verts, un parc récréatif, je ne sais pas si c'est bien la bonne terminologie, mais soit. Ils n'avaient pas de budget. Donc ce que je leur ai proposé plutôt, c'est de travailler avec les richesses qu'ils avaient plutôt que d'essayer de les transformer et de les forcer. Sachant qu'une dizaine d'années s'étaient écoulées, 10 voire 20 ans, le site s'était complètement refermé et de toute cette richesse environnementale que l'on avait pendant l'activité industrielle et en fin d'activité,
tout ceci s'était éteint, était passé à un autre stade de développement. Donc le premier travail en fait a été d'aller à la pêche au financement, et à ce moment-là, le Conseil de l'Europe justement avait un programme Interreg Eurégion Meuse-Rhin qui travaillait sur les habitats dans les grands couloirs de migration, donc ce que montre la vignette de droite. Et nous avons donc monté un dossier avec une méthodologie de réouverture du site au public, puisque c'était la condition sine qua non, mais plutôt que d'en faire un parc de quartier, et d'utiliser cette gravière comme site ouvert au public, mais à très haute valeur environnementale. Et sur cette base, nous avons eu la chance de faire en sorte que le projet soit retenu, ce qui a permis à la commune de récupérer le budget qu'il n'avait pas. Et dans les années suivantes, le programme a consisté finalement à montrer comment derrière un taillis déjà bien installé, des merlons et des stockages de terre peut-être mal positionnés, on pouvait avec peu de choses redonner ce site dans toute son expression environnementale, réouvrir les milieux, faire en sorte qu'ils puissent retrouver leur place, et dans ces aménagements, réserver des sites plus ou moins adaptés à l'usage humain et du voisinage, qui était tout à fait légitime d'être accepté et de pouvoir profiter de cette nature de proximité. Mais l'exercice a été finalement d'essayer de canaliser sans canaliser les usages anthropiques, de façon à pouvoir garder sur le site des zones un peu sanctuarisées de nature tranquille et pas dérangée. Donc, comme on l'a vu sur quelques photos de l'orateur précédent, ou c'était peut-être dans le film tout à l'heure, travailler avec la nature et les milieux vivants, c'est parfois passer par des phases transitoires de chantier qui sont un petit peu volontaires et intrusives. Et finalement, c'est simplement retrouver un stade d'évolution et retrouver des conditions intéressantes orientés vers les biotopes que l'on envisage de remettre en place. Donc là, en l'occurrence, c'était des sites pour les crapauds calamites, puisque finalement, l'avantage sur ce site-là, c'est qu'en creusant un peu, on avait très rapidement les sous-couches rocailleuses de la gravière. Parallèlement sur ce site, des secteurs qui étaient complètement embroussaillés, les réouvrir, et pour éviter d'avoir un usage récréatif, justement dans des endroits plus fragiles, on a simplement canalisé les usages sur des pontons et des passages limités, avec des postes d'observation, avec des secteurs qui me permettent aussi d'avoir accès à la nature, mais sans plus. Et les zones récréatives, proches d'une des plages, des prairies un peu isolées, on a laissé de l'espace à l'activité humaine, mais parallèlement, on a aussi laissé de l'espace à la nature que l'on n'a pas aménagée, mais on a simplement donné la possibilité d'avoir une expression dans ce qu'elle pouvait trouver comme biotope à installer sur le site. Cet exemple-là, aussi pour dire que le paysagiste, on travaille bien sûr avec ce que nous donne la matière, du socle, de la pédologie, du climat, etc., mais on travaille aussi en équipe très transversale, et très souvent, l'exercice, c'est d'amener nos commanditaires sur des chemins de traverse sur lesquels ils n'avaient pas envisagé d'aller. Et très souvent, on essaye de faire monter dans le train avec nous des partenaires extérieurs. Donc, en l'occurrence, ici, très très tôt dans l'exercice, la commune a passé une convention avec Natagora, ce qui a permis de développer un sentier didactique et d'expliquer aussi ce que les gens, ce que les visiteurs avaient sous les yeux. Donc là, en l'occurrence, une tanière à castors qui nous ont bien aidés dans le débroussaillage du site au passage. Et donc Natagora, en fait, a continué aussi d'accompagner la commune dans sa gestion des lieux. C'est très important puisque nos interventions, nous, sont des interventions à un temps donné. Et l'idée, c'est de passer un relais pour que d'autres continuent le travail et accompagnent l'évolution ou la gestion de ces sites, puisque nos missions s'arrêtent très souvent à la fin des chantiers. Ce qui est important pour nous dans toutes nos opérations, c'est finalement ramener de la nature au quotidien, c'est ramener de la nature vivante, et c'est certainement ne pas figer des sites, faire en sorte que l'on puisse aussi, en grandissant, en se formant,
apprendre en regardant et apprendre en évoluant avec la nature. Le deuxième exemple développé est celui de la carrière de l'Auen. Alors ça, c'est un projet qui remonte déjà à très longtemps. J'ai commencé de travailler sur ce site en 98-99. Là, c'était une commande industrielle, en fait. On a affaire, donc c'était à l'époque CBR, qui est maintenant intégré dans le groupe Edelberg, qui exploitait la carrière de l'Auen, donc en face de la localité de l'Auen. On est toujours un peu plus au nord dans la vallée de la Meuse, et qui demandait un permis d'exploiter pour l'extension de son site sur environ 42 hectares. Au total, phase 1 et phase 2 représentent 150 hectares de territoire. Ça commence à devenir intéressant pour travailler. Parallèlement au travail d'analyse de leur demande de permis d'exploiter, donc vraiment l'analyse de l'activité économique et industrielle, nous avons développé, dans le cadre de cette demande de permis, un programme de réaménagement de l'activité industrielle. Et au niveau de ce travail qui a été fait avec l'entreprise, alors aujourd'hui ça peut sembler très banal, puisque des programmes comme Life in Careers existent et sont déjà bien ancrés dans les mentalités des industriels. Dans les années 90, c'était moins évident. Très souvent, une carrière en fin d'exploitation, c'était une bonne opportunité de venir y déverser toutes les terres de stériles. Il faut imaginer les centaines de milliers de mètres cubes qu'on décape pour exploiter, et on venait simplement les reverser sur le site. La carrière de l'Auen, c'était un petit peu une petite perle dans le paysage industriel, puisqu'on est au début de la montagne Saint-Pierre, on est sur les renforts de la vallée de la Meuse, grand couloir de migration, on est au niveau de la fracture entre le plateau de l'ASB et le bassin, le lit majeur de la Meuse, sur les coteaux calcaires de la montagne Saint-Pierre, avec tous ces cortèges de biotopes et d'insectes et de vie inféodée à ces milieux très particuliers, exposés plein sud. Vraiment des cas très très intéressants. Et dans le cadre de ces études qui durent assez longtemps, est venu officialiser l'intérêt de ces sites par des labels, le label Natura 2000, qui est complètement mitoyen à cette carrière. Donc on a proposé à ce moment-là de développer un réaménagement qui tienne compte justement de cette valeur intrinsèque dégagée par l'activité industrielle, d'essayer de la pérenniser ou au contraire de l'améliorer pour faire en sorte que l'activité industrielle soit une occasion pour augmenter la biodiversité. Donc ce site est une photo 2001 et l'extension devant se poursuivre dans cette direction. On voit sur la vue de droite que l'extension ici de la deuxième phase a déjà bien commencé et que les terres de décapage les décapages des terres de couverture ont déjà commencé sur la phase 2. Tout ceci se fait donc entre 2000, on va dire, début des années 2000 et aujourd'hui. Tout ceci est réalisé en ayant déjà engagé le programme de réaménagement sur la phase 1 qui, elle, a terminé son activité industrielle. Puisque l'intérêt d'intervenir en amont dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme, c'est que le plan de réaménagement, les orientations environnementales qui sont données, sont figées dans le permis et ont force de loi. Donc le programme de l'époque, c'est un document qui date déjà, qui a 20 ans aujourd'hui. Le programme de l'époque, c'était simplement montrer aux demandeurs que le site, tel qu'il va le laisser en fin d'exploitation, finalement, va nous permettre de dégager et d'identifier des milieux très diversifiés, mais relativement proches des prairies calcaires qui existent sur les graviers de Meuse et qui font l'objet de multiples réserves, voire de sites Natura 2000 à proximité. Donc on a proposé d'accompagner l'activité au fur et à mesure de son avancement par des aménagements du site, donc fin d'exploitation industrielle, de façon à laisser ce territoire intéressant pour que les biotopes que l'on choisit puissent venir y trouver les milieux nécessaires. Donc, bien sûr, ne pas remblayer, favoriser les pelouses rases qui sont très intéressantes sur un sol calcaire, décaper les fronts,
créer des éboulis, les zones d'exore où l'exploitation s'est faite sous le niveau de la nappe, ramener de la sinuosité, créer des îlots, etc. Des interventions qui aujourd'hui semblent relativement classiques, mais qui à l'époque ont suscité un petit peu d'étonnement de la part du demandeur, mais qui finalement sont passées. Et ce qui est intéressant aussi dans le cadre de ces sites industriels, c'est que l'échelle est importante, les moyens aussi sont importants. Donc on peut intervenir sur le reprofilage du site industriel à la fin de son activité, mais on peut également intervenir sur la nature des matériaux que l'on va pouvoir ramener en surface. Pour le cas, ici, au niveau des profilages, on enfouit les stériles d'exploitation qui sont les milieux les plus banaux et donc les moins intéressants au niveau de la biodiversité, mais on rapporte en surface des apports exclusifs de matériaux crayeux, voire des graviers fluviatiles exposés plein sud, en favorisant l'installation de pelouses rases sur les parties sommitales. Tous ces éléments et tout ce programme a été mis en place au fil des années. Entre-temps, CBR a passé une convention avec Natagora, qui a créé à l'intérieur de la carrière de l'ON un sentier didactique de découverte de la nature. Natagora qui organise très régulièrement des visites grand public. Samedi passé, il y avait encore une journée pour l'entretien du site, qui est fortement, comme tous ces milieux, fortement sous pression des buddléias. Et l'intérêt, je dirais, c'est que finalement, il faut accompagner et il faut faire en sorte que l'activité économique puisse devenir aussi un support et un allié sur toutes ces interventions de maillage que l'on peut avoir de façon isolée sur des cas précis, mais on le voit bien sur ces différents exemples le long de la vallée, crée des maillons qui renforcent les corridors. Et chacun à son échelle, chacun à ses moyens, doit jouer ce rôle-là. Donc ces deux exemples, c'était pour montrer que nous travaillons sur des temps longs, parfois en amont. L'important, c'est de ouvrir les milieux, faire en sorte de les lancer sur des bases qui seraient plus intéressantes que ce qu'elles n'avaient été si le milieu avait été moins remanié pour remettre en place un potentiel de biotope. Et l'important, c'est de travailler en passage de relais avec d'autres partenaires qui vont prendre la main et accompagner les demandeurs. On va changer de territoire et on va passer de la biodiversité dans la vallée de la Meuse au milieu urbain. Donc les exemples, comme je disais, sont ceux de la région bruxelloise, mais finalement les enjeux sont les mêmes. Les enjeux sont très importants en ville et en agglomération. La nature est rare, la nature est souhaitée, elle est de plus en plus demandée, mais la ville doit se construire, elle doit se densifier, on doit apporter une réponse à la demande de logement et on doit en même temps apporter une réponse à limiter l'étalement urbain. Donc il va falloir continuer de construire la ville et il va falloir certainement, on le fait déjà, construire la ville sur elle-même, mais peut-être le faire mieux que ce que l'on faisait hier. Un premier exemple d'un projet en cours qui se situe sur l'ancienne plaine des manœuvres donc de l'armée à Bruxelles, 30 hectares, dont il reste 7 hectares non urbanisés, enjeu de toutes les batailles, on peut le dire ainsi. La carte ici montre simplement avec ces cercles que ce site-là, s'il est complètement pris dans le tissu urbain, finalement, à vol d'oiseau, je suis à 1,2 km du bois de la Cambre, qui est une percée de la forêt de Soignes en ville, et je ne suis jamais qu'à 2 km de la lisière de la forêt de Soignes, site majeur pour la biodiversité. Donc notre travail, dans un cas d'école comme celui-ci, dans un projet comme celui-ci, où nous sommes partenaires d'urbanistes, d'architectes et d'un demandeur-développeur, c'est peut-être d'essayer d'amener la pensée et d'amener l'exercice sous un angle différent. Donc on voit bien ici, cette chronologie des photos montre que ce site n'a jamais été construit. C'est un remblai, donc c'est tout le remblai de ces terres nivelées pour en faire
La plaine des Manœuvres, ça a été un petit terrain de course automobile, etc. Et puis à partir des années 70, développement du campus de l'ULB et de la VUB, qui s'est développé à l'exception de cette extrémité, qui a entre-temps été vendue et qui est destinée à être bâtie, donc pour résidentiel, enfin logement et services de proximité. Évidemment, entre-temps, la nature a fait son chemin. Personne n'y a touché. Développement d'une surface tout à fait libre, avec simplement des sentiers de chèvres pour passer du métro au campus, et un boisement qui s'est développé. L'enjeu en ville, c'est qu'en fait, on est là sur des parcelles urbanisables, sur lesquelles il est prévu de construire et de développer la ville. Mais entre-temps, les attentes de la population, très légitimes, sont de protéger les friches. Il y a d'ailleurs eu une journée aujourd'hui au CIVA, ce que me disait Hubert tout à l'heure. Les friches en ville sont l'objet d'un véritable enjeu. Et je pense que pour aborder la nécessité de construire la ville en ville, il faut effectivement qu'on change l'angle d'approche. Je dirais que pour un paysagiste et un naturaliste, c'est dans notre ADN. On ne travaille jamais à l'échelle de la parcelle, on travaille à l'échelle d'un territoire, à l'échelle de flux. Et donc ce petit schéma, c'est ce que je montre souvent à nos partenaires, c'est qu'il faut sortir de l'exercice et il faut être très très élastique au niveau de la pensée, parce que ce que l'on nous demande, c'est de construire la ville de demain. Donc on s'accompagne dans ce type d'exercice du travail de biologiste en faisant réaliser des études très factuelles de la qualité environnementale de ce qui existe sur la parcelle. Et à partir de cela, on développe avec les urbanistes des scénarios pour la ville de demain, en essayant de faire en sorte que le scénario A, B ou C nous permette une expression de la nature en ville la plus diverse et la plus diversifiée. Donc l'exercice ici, évidemment, on a un nombre de mètres carrés, un nombre de logements à caser, un nombre de commerces, d'écoles, de crèches, etc. Les programmes sont compliqués, il faut les accès de pompiers, de déménagement, il faut les accès au métro, etc. Peu importe, c'est la ville, c'est sa diversité. L'intérêt aussi d'habiter en ville, c'est que je peux tout faire à pied à 15 minutes de chez moi. Donc ce sont des sites qui ont une vraie valeur parce qu'ils peuvent apporter d'autres services. Quand je vis ici, je n'ai pas besoin de voiture pour me déplacer et pour vivre au quotidien. Ce que l'on doit faire dans les quartiers de demain, c'est faire en sorte qu'en sortant de chez moi, dans mon espace pantoufle, j'ai la nature qui m'accompagne tout au long de ma journée. Donc les scénarios qui sont développés sont des scénarios dans lesquels on comptabilise de façon très précise, sur base du travail d'un ingénieur forestier, quels arbres, donc on choisit les arbres qui ont de l'avenir, les arbres qui sont les plus intéressants, on va pouvoir maintenir. Bien sûr, il faut d'abord conserver le patrimoine que l'on a. Quels arbres on va pouvoir maintenir, quels arbres on va pouvoir planter, et ensuite diversifier les milieux avec lesquels on va pouvoir accompagner ce quartier-là. Donc on va planter des bosquets arbustifs, on va essayer de développer un maximum de lisières, on va développer des secteurs réservoirs pour lesquels l'activité quotidienne est un petit peu écartée, des prairies ouvertes à usage direct. On va bien sûr gérer les eaux en surface et on va arrêter de les enterrer. Et on va travailler sur les toitures et les façades. Donc cet exercice, là, c'est un scénario A. Pardon, je croyais que j'avais deux scénarios. Voilà, vous avez un scénario A où on travaille plutôt sur un espace central. Scénario B, on travaille plutôt sur un corridor central. Et l'exercice continue et on travaille ces cas d'école, mais qui sont destinés à aboutir avec toutes les administrations, avec les associations, avec Bruxelles Environnement. Deuxième cas de figure en ville, où la ville se construit sur elle-même, mais elle se construit sur l'industrie. Ah, pardon, moi je suis trop bavarde. Ok, bon, simplement, je passe très très vite. Un site industriel qui est transformé, de la même façon, on a des obligations légales d'un permis de lotir, et où pour développer le projet, on ne travaille pas en termes d'aménagement, mais on travaille en termes de flux.
des flux de mobilité, des flux de structures vertes, de laboratoires de biodiversité. On préserve le patrimoine qui existe sur le site et bien sûr, on réalise des aménagements qui permettent les services et les usages urbains. Et pour le reste, on travaille avec des éléments qui vont permettre à la nature de s'installer et d'évoluer. Donc travailler aussi sur la continuité et sur l'évolution des sites, surtout ne rien figer. Je vais passer très rapidement, montrer aussi que notre travail sur la biodiversité, on essaye d'avoir une approche très pédagogique avec des élèves d'un site sur lequel on travaille depuis une dizaine d'années. On partage notre stratégie en mettant en place des journées pédagogiques sur le terrain, en se faisant aider par des biologistes et des mycologues. On travaille également sur la prospective urbaine pour donner ce que l'on pourrait faire de sites. Vous voyez ici un ruisseau qui est enterré. On vient en renfort d'une étude hydrologique sur base de coupes techniques et on vient montrer ce que pourrait devenir cet intérieur d'îlot délaissé en remettant à ciel ouvert un ouvrage, en créant une zone de débordement et en permettant à la nature de reprendre possession des délaissés urbains. Très rapidement, simplement pour dire que la nature, elle intervient aussi dans des sites patrimoniaux, l'ancien siège social de la Royale belge, où la nature, on est là, fin des années 60, début des années 70, est complètement façonnée. On enterre la rivière, on refaçonne l'étang pour servir l'objet, c'est-à-dire la mise en avant. C'est de la communication, on communique sur la Royale belge. 50 ans sont passés, la nature a fait son chemin, l'œuvre patrimoniale s'est complètement éteinte avec une perte de sens de lecture des lieux, de mise en avant de perspectives, entre autres, etc. Simplement pour dire qu'un travail de restauration patrimoniale peut aussi et doit aussi aujourd'hui s'accompagner avec des objectifs environnementaux très précis et les plus pointus possibles. De la même façon pour ce travail-là, on travaille avec le support de biologistes, de botanistes et d'environnementalistes. Je pourrais continuer comme ça. On a travaillé aussi sur la remise à ciel ouvert d'une rivière sur 1 km. On est fin des années 90. Première réalisation en éco-ingénierie, toujours ce souci de ne pas trop figer les choses, de laisser des sites très peu aménagés de façon à ce que la nature et les cortèges puissent s'installer seuls. On travaille aussi en prospective, là à la demande de Bruxelles Environnement, le site dans sa situation existante et on nous demande en une semaine, faites-nous, choisissez 3 sites et montrez-nous ce que pourrait devenir la Seine en 2040. Donc on met en place des images, c'est simplement des supports de communication. La ville doit se construire, mais elle peut se construire aussi en conciliant nature, activité humaine et proximité de la nature. Voilà le champ des possibles que nous devons partager ensemble. Je vous remercie.